Bonjour Olivia, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et surtout que vous profitez de ces week-ends de mai pour prendre des embruns salés ou d'eau douce. Et bienvenue dans ce 6e épisode des Dessous de la voile saison 2, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres. Bonjour à tous, quelle folie ce mois de mai, il se passe 1000 choses en mer, sur les pontons, il fait beau, la vie est belle, j'espère que tout va bien pour vous, encore un joli épisode que nous vous proposons d'écouter maintenant. Au sommaire de ce 6e épisode, nous avons appelé un photographe de renom dans le milieu de la voile, c'est Jean-Marie Liotte. Alors Jean-Marie travaille beaucoup pour des organisations de courses, soit en direct, soit avec des agences photos comme Aléa et Arnaud Le Trésor. Il travaille notamment pour le Vendée Globe, la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, la CIC Normandie Channel Race, mais aussi pour des teams. Mais toi Olivia, tu le connais vraiment très bien, car je crois que c'est l'un de tes amis. Oui, on se connaît depuis belle lurette avec Jean-Marie, c'est-à-dire près de 30 ans, puisque je partais en reportage avec lui très souvent pour des essais de bateaux quand nous travaillions à Voile Magazine. Nous partions pour plusieurs jours pour la rubrique 100 000 à bord sur une nouveauté Jeannot, Beneteau, RM Yachts, parfois même des unités espagnoles ou allemandes. On a roulé notre bosse pendant quelques années ensemble. Alors Jean-Marie, c'est d'abord beaucoup de bienveillance et de bonne humeur et surtout une capacité à capter l'instant. Gros plan sur des navigateurs en pleine manœuvre, instant où l'étrave fait jaillir une nuée d'embrun, poésie d'un vieux gréement doublant port navalo, des couleurs, des émotions, une certaine vérité certainement pas édulcorée. C'est tout ça, Jean-Marie Liotte. Bonjour Jean-Marie, tu es photographe de voile. Comment on le devient et est-ce que tu as toujours eu envie de faire ce métier ? On devient, en ce qui me concerne, photographe de voile à partir du moment où on a toujours baigné dans le bateau et j'ai toujours navigué avec mes parents, notamment dans le jardin de la baie de Quiberon, entre le Finistère Sud, le Pouldu, Groix, Watt, Édic, Belle-Île, le Croesti, le golfe du Morbihan. C'était vraiment notre jardin de navigation et j'ai toujours navigué dans ce coin-là et j'ai toujours navigué même en étant petit. Peux-tu nous décrire en quoi consiste ton travail ? Alors, mon travail, il est de photographie. Alors, il y a plusieurs facettes. Il y a la facette qu'on peut parler, où on peut parler d'illustration, course au large, magazine, publicité. En fait, quand j'ai commencé, il se trouve que la photo de mer, parce que j'aime pas trop cette dénomination de photographe de mer. Je fais des photos et il se trouve que c'est dans le milieu du bateau, mais je me suis tout de suite spécialisé dans le milieu du bateau parce que c'était le milieu dans lequel j'évoluais et j'ai toujours eu plusieurs facettes, notamment le magazine grâce à mes débuts avec Voile Magazine dès le numéro 3 en 1996. Il y a eu les courses où j'ai commencé tout de suite avec le Tour de France à la voile, également en 96. Il y a eu des pubs où j'ai commencé les pubs avec Jeannot en 1995. Et puis il y a eu l'illustration. J'ai pas fait que Jeannot en pub bien sûr, mais il y a eu aussi d'autres chantiers. Mais il y avait aussi l'illustration puisque le jardin dans lequel j'étais était magnifique, donc j'avais un semi-rigide qui me permettait d'aller faire des différentes prises de vue, du paysage marin, des photos de phares en Pointe Bretagne, vraiment des choses qui me permettaient d'alimenter les cadres parce que à cette époque le tirage et les posters étaient vraiment en vogue. Alors il y a une photo de toi qui est très connue, c'est celle du Forban du Bonneau, à l'entrée du golfe du Morbihan. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette photo ? Alors l'idée venait du fait que à partir du moment où je me suis installé, je me suis tout de suite installé en tant que photographe et j'avais tout de suite ouvert une galerie. J'ai ouvert une galerie de photos dans laquelle il y avait, juste après la New Largue 1994, c'était pas encore les voiles de Saint-Tropez, c'était la New Largue 1994, j'étais revenu avec pléthore de photos d'illustration et je me suis dit je vais pas les laisser dans des cartons parce que c'était des diapos à l'époque, enfin, on travaillait en film et donc j'ai tout de suite ouvert une galerie au port du Croesti sur le port avec un magasin à moi avec que mes tirages qui étaient encadrés et je faisais faire ces tirages dans les labos et il fallait l'alimenter et donc l'endroit où j'étais avec un semi-rigide me permettait d'aller faire des photos dans toutes les conditions tout au long de l'année. Je le mettais à l'eau tout le temps et je partais sillonner le golfe peut-être sans rien rapporter, une image, deux images
Et puis un soir d'été, je me rappelle, c'était en août 1996, je savais qu'il y avait, je crois que c'était les 100 ans du Belém, et il y avait différents bateaux qui devaient rentrer ce soir-là de Nantes ou de Saint-Nazaire, de Nantes, pour rejoindre le golfe du Morbihan. Et je savais qu'il allait y avoir plusieurs bateaux classiques, donc je me suis mis à l'entrée du golfe. Et il se trouve que c'était un soir d'août, un soir très orageux après une dépression, et avec un ciel très chargé, et il y a eu un bateau qui est arrivé, avec ses voiles rouges. Il arrivait de Saint-Gildas, la pointe de Saint-Gildas, qui est donc à l'est de l'entrée de la baie de Quiberon. Et il vient vers le Croisty, donc je l'attends, je commence à lui tourner autour, puis je vois qu'il ne rentre pas dans le Croisty, alors que le courant descendait. Et je me suis dit, c'est sûr, il va prendre le contre-courant, donc il va se coller à la côte. Donc moi, je vais me mettre au milieu du courant, je vais attendre, juste embrayer, et je vais attendre. Et le bateau est passé sous le phare, j'ai 2 diapos. C'était des diapos, hein. On n'est que des films de 36 vues, donc il fallait pas en faire des tonnes. Donc j'ai 2 photos, j'ai une photo du bateau avant le phare, une photo du bateau après le phare, terminé. Et quand je suis rentré, je le savais tout de suite que j'ai bien senti que j'avais une image quand même qui était assez forte. Et je suis allé voir l'éditeur avec lequel je travaillais à l'époque, qui était Olivier Goubeau, société Genotix. Et je lui ai dit, voilà, j'ai une image à te montrer. Je lui ai présenté un tirage complètement fait avec une imprimante, pas du tout de bonne qualité. Il regarde le tirage, il me regarde 3 secondes et il me dit, c'est bon, on la prend. Et c'est parti comme ça, il l'a tout de suite édité. Je l'ai présenté pour la première fois au 1000 Sabords, le salon de l'occasion dans lequel j'avais un stand à côté du bureau. Et puis c'est parti comme des petits pains dès le premier matin. Enfin bon, bref, donc c'est une image qui a été assez emblématique, qui s'est vendue, oui, à plusieurs exemplaires. Et le fait de faire cette image, c'était pour agrémenter la galerie. Est-ce que tu as une photo qui t'a le plus marqué dans ta vie de photographe? C'est difficile à dire parce que ce sont des photos qui vont plaire à des personnes, peut-être moins à moi, et certaines photos vont beaucoup me plaire, étant donné les circonstances, et parce que c'était un moment fort. Donc j'ai du mal à en décliner une en 30 ans de photos de bateaux, puisque j'ai commencé avec Brest 1992, la mise à l'eau de la Recouvrance, je me souviens encore. Donc en 30 ans, c'est pas simple. C'est surtout des moments. Par exemple, il y a des moments, tous les moments que j'ai pu passer en navigation avec quelqu'un comme Nicolas Lunven, par exemple, c'était vraiment super fort. C'était, il y avait vraiment une symbiose quand on allait faire des photos à bord. C'était vraiment bien. Pareil avec, il y en a plein, des bons moments avec Fabrice Amedeo, avec Damien Seguin. On a passé plein de bons moments et il me reste des images fortes parce qu'on passe du temps et on les fait. Il y a notamment aussi, il y a une image qui est assez connue, qui est l'image qu'on a un petit peu vécue ensemble, qui est l'image de Safran sous l'eau. Et c'est une image qui est assez forte, qui est emblématique. Et d'abord, c'est un marin qui est exceptionnel, qui est Morgane Lagravière, qui est à bord. Et c'est une image très forte de ce bateau qui rentre sous l'eau. Et ça résume bien tous ces moments toutes ces prises de vue que j'ai pu faire en hélico et qui résument bien les banques images qui sont des prises de vue assez engagées pour les marins, assez engagées pour les bateaux. On fait ça dans des conditions souvent difficiles, parce qu'il faut de l'eau, parce qu'il faut des vagues, et ce sont vraiment des moments très très forts. Donc, il y a des images qui ressortent bien sûr, mais ce sont surtout des moments partagés, des moments vécus qui font que l'image est forte. Mais là, d'en sortir une comme ça, c'est pas évident. Alors vous travaillez souvent dans des conditions extrêmes, vous volez, vous êtes sur des semi-rigides, vous surfez dans des conditions assez compliquées souvent. Est-ce qu'il faut avoir une grande capacité d'adaptation quand on est photographe ? Je pense que c'est important, oui. Oui, je pense que c'est important de pouvoir s'adapter à toutes les conditions et notamment aussi si je parle notamment des prises de vue qui sont faites pour les coureurs, on doit aussi s'adapter, eux doivent s'adapter au climat, aux conditions météorologiques qui doivent être optimales, donc il faut attendre, il faut qu'il y ait du vent, du soleil, mais quand on navigue sur l'eau avec eux, il se peut aussi que ce soit dans des moments où c'est tout gris, il faut quand même ramener l'image. Il peut y avoir beaucoup de mer, il faut quand même ramener les photos. Alors c'est sûr que s'il y a pétole, il n'y a pas du tout de vent, et qu'on doit ramener une banque image engagée, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Donc là, il faut savoir dire stop et dire non, ça sert à rien d'y aller, on va perdre du temps. Et pour le team, et pour le bateau, et pour nous. Donc, ça sert strictement à rien d'y aller. Donc oui, il faut s'adapter s'adapter aux différentes conditions,
C'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, effectivement, dans le port, il y a 15 nœuds, la mer est plate, et puis on sort, on va tout de suite au large de Groix, au large de Belle-Île, ou dans des conditions même à l'étranger, où on va se retrouver avec une mer, avec des risées qui vont tomber dans sait pas où, et ça va être assez engagé. Il faut savoir s'adapter autant sur un semi-rigide qu'à bord du bateau, qu'en hélico, parce qu'on dépend aussi des pilotes, on dépend de tellement de facteurs. C'est pas comme en studio. Quand on est en studio, euh, on met d'abord en place un studio complètement noir et ensuite on adapte toutes les lumières les unes après les autres. Là, on doit faire avec la météo, avec l'éclairage, avec le vent, avec les courants. Il faut vraiment s'adapter. Oui, pour ramener des images, il faut vraiment s'adapter. T'es-tu déjà retrouvé dans des conditions dangereuses? As-tu déjà eu peur? Je me souviens d'une fois assez emblématique en hélico. En... Alors, j'ai jamais eu peur parce que d'abord, on est entouré de gens qui savent ne pas prendre de risques, autant les marins que les pilotes d'hélico. C'est assez exceptionnel quand on voulait. Aujourd'hui, on vole avec quelqu'un comme Thierry Legnac, qui est un pilote exceptionnel. Daniel Manoury, avant lui, c'est un pilote, une référence. Et il se trouve qu'à un moment, je l'ai vu faire demi-tour quand on était sur une banque-image d'un bateau, une super banque-image qui était un projet d'Yvan Griboval, qui était un tour du monde en monotype, la Veolia Océan. Et on s'est retrouvé en hélico. Et là, Daniel a dit non, mais on peut pas rester là, quoi. Donc, on est retourné vite fait se reposer. On était porte ouverte en banque-image. Il a dit non, il faut vraiment faire demi-tour. Et là, c'était un gros nuage gris très puissant qui nous arrivait dessus. Et on est retourné se poser à Belle-Île pour attendre que ça passe. Mais il n'y a jamais eu vraiment de moment critique, même les skippers, quand ils t'envoient en mer et qu'ils te disent on va faire une banque-image en étant à bord et tout ça, ils te donnent toujours des conditions de sécurité optimale, qu'il faut faire attention, et puis toi-même, avec l'expérience, tu sais qu'il faut faire attention, donc tu te mets quand même rarement en danger. J'ai une fois en hélico au Tour de France à la voile, où on voulait faire un plan avec les pics d'Étretat au premier plan et les bateaux derrière, et puis on est descendu le long de la roche, derrière les pics, et d'un seul coup l'hélico est tombé dans un trou d'air, et il n'y avait pas la place pour repartir en avant, repartir en arrière, et le pilote a donné un petit coup en avant pour réaccrocher les pales, un petit coup en arrière, et vraiment c'était très chaud, il a fallu qu'on se repose et qu'on reprenne nos esprits, même le pilote a repris ses esprits tellement c'était... Donc là oui, c'est quasiment la seule fois où c'était impressionnant. On parlait de Safran tout à l'heure et tu as un prix pour cette photo, hein. Tu as eu beaucoup de prix d'ailleurs dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire qu'un photographe est un artiste? Alors ça c'est difficile à dire. Est-ce que la photo de presse et la photo pour les sponsors, les pubs, les différents chantiers, est-ce que c'est de la photo d'art? Forcément, à partir du moment où on en met une touche personnelle, on apporte une touche qui nous correspond. Donc on peut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas refaire parce que, étant donné les lieux, les différentes contraintes météo, les contraintes, on peut pas le refaire. Donc on peut se dire qu'à partir du moment où on va transformer ce qu'on voit en face de nous pour le rendre en image, on peut dire que c'est de l'art. Maintenant, je me considère pas comme un artiste remplissant les galeries et vendant les tirages. Je me considère pas comme ça, mais on peut dire que c'est une forme de création quand même, puisqu'on a un boîtier entre les mains et à nous de rendre sur un format à plat ce qu'on voit en 3D devant nous. On peut dire que c'est une forme d'art, mais c'est sûr qu'on va composer avec la lumière, avec les couleurs, oui, c'est une forme d'art, mais je me considère pas comme un artiste. C'est difficile à résumer, mais en tout cas, je ne photographie pas en me disant que je fais une œuvre d'art. Je photographie en ramenant quelque chose d'original, mais je photographie pas en me disant je fais de l'art. Je ramène pas une œuvre d'art, je ramène d'abord quelque chose qui doit fonctionner pour le client, parce qu'on en est quand même là. Il y a quand même un client derrière, une personne qui te commande une image. Il faut que la banque d'images corresponde à ses attentes, et que si ça ne correspond, il aura fallu faire son maximum parce que la couleur n'est pas en adéquation avec le soleil, parce qu'il y a le vent et le courant, qu'on puisse quand même rendre quelque chose de beau, alors qu'on a différentes contraintes. Mais je ne considère pas ça vraiment comme de l'art. As-tu dans ta tête une photo incroyable, celle de tes rêves, celle que tu aimerais faire? Euh, alors c'est sûr que ce qu'on répond généralement, c'est quelle est ta plus belle photo, celle qui n'est pas encore faite. Bon, je réponds pas trop ça parce que je sais, j'ai du mal à me positionner, comme je t'ai expliqué, à savoir quelle était ma photo emblématique. Des photos que j'aimerais faire, en tout cas, il y a des photos que je n'aimerais pas faire, ça c'est sûr. Mais les photos que j'aimerais faire, oui, mais c'est plus un sujet. J'aimerais
En fait, ce qui me manque aujourd'hui, c'est de prendre le temps de faire les prises de vue. Et j'aimerais avoir le temps de pouvoir faire des photos et de faire des sujets complets qui te permettraient de sortir des images qui te permettent, quand tu as le temps, ce sont le fait d'avoir le temps, ça te permet de sortir des images que tu n'as pas encore fait ou que tu n'as peut-être pas le temps auquel tu n'as pas le temps de décider, de réfléchir, mais au moins l'avantage, c'est qu'à partir du moment où tu as le temps de les faire, tu vas passer du temps sur un lieu, puis tu vas sortir une image que tu n'avais pas en tête, puis pof, elle va se créer devant toi. Et tu vas appuyer et tu vas voir une image, tu vas dire, bah oui, c'est super, j'ai eu le temps de la faire. Donc, une image que je n'ai pas encore faite et que j'aimerais faire, non, j'en ai pas en tête parce que c'est sur le moment, en fait, ça va venir tout seul. Mais c'est un réel plaisir de pouvoir prendre le temps et de le créer. La course que j'ai pu suivre dernièrement, la Globe 40, on avait le temps et le principe était avec l'organisateur de faire la partie nautique, la partie course, mais surtout de prendre le temps d'aller à la rencontre des gens dans les différents endroits où on allait. Et on a ramené beaucoup d'images d'illustration. Et c'était vraiment passionnant à faire. On avait le temps de le faire. Donc, te dire qu'il y a une image que j'aimerais faire, c'est pas facile à exprimer. Ça va être plus prendre le temps de le faire et elle va venir. Mais c'est le temps qui nous manque aujourd'hui. Mais oui, ce qui est passionnant, c'est de prendre le temps de faire les images. De toute façon, ça demande du temps. Hein. Faut être patient, c'est un métier de patience. Faut attendre la lumière, faut attendre les conditions, faut attendre plein de choses. Donc, j'aimerais prendre le temps, voilà, de faire des images, quelles qu'elles soient. Tu parles du temps, mais il y a une chose qui a beaucoup changé, que nous étions en argentique avant, en diapo, maintenant c'est du numérique, donc ça va forcément plus vite. Qu'est-ce que ce changement finalement a amené de positif? Alors, ce que ça a apporté de positif, c'est que on a le résultat tout de suite et qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de... Il y a plus de... Alors, c'est un bien et c'est bien et pas forcément bien, c'est-à-dire que c'est tout de suite, on a le résultat tout de suite, et il faut donc livrer les images le plus rapidement possible. Le problème, c'est que on n'a plus le temps de les regarder, de les traiter, de prendre le temps de les choisir. Faut quasiment, avant même une prise de vue, souvent on nous dit, bon alors quand est-ce qu'on peut avoir les images? On va les avoir, mais faisons-les d'abord. C'est ça qui est important, c'est de les faire. Donc le numérique a réduit le temps par deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, pour développer un film diapo, il fallait d'abord le déposer au labo. Il y avait 1 heure et demie de traitement. Et ensuite, il fallait les sélectionner sur une table lumineuse sur laquelle on est allé avec le compte-fil. Et puis, on choisissait une diapo. Et ensuite, on la livrait. Et il fallait la numériser. Tout ça, maintenant, c'est divisé par 2, voire par 3. On a la photo, on la met tout de suite, voire même on la transmet directement au FTP. Et après, c'est parti, ça va directement chez le client. Donc, ce que ça a apporté, c'est de la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'on a le résultat tout de suite, on l'envoie tout de suite, et ça peut être tout de suite utilisé. Et on peut nous aussi passer tout de suite à autre chose, à un autre dossier, à une autre revue. Ce que ça a retiré, c'est toujours pareil, c'est le temps. C'est le temps de prendre la photo, de se dire ok, j'ai 36 poses, donc je vais pas m'énerver sur le bouton. Donc j'ai 36 photos à prendre sur une pellicule. Si jamais j'arrive à la 30e photo, il m'en reste que 6 dans le boîtier et que là il va se passer quelque chose, eh bien, est-ce que je change de film? Est-ce que je me contente de ces 6 photos-là? C'était un autre calcul, une autre façon de faire. Aujourd'hui, on met une carte, on a 1200 photos dans la carte. Bon, voilà, on peut y aller. Alors, on fait pas tout au moteur parce que le moteur, ça ne répond pas à toutes les problématiques. Mais quand on est dans une situation d'urgence, faire 3-4 photos en rafale vite fait, eh bien, ça permet de rapporter quand même plus de choses et de rapporter ce qu'on a en tête. Mais la diapo, ça avait son petit charme. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment où on fait un tirage depuis une diapo, les gens vont tout de suite te dire, mais la photo, elle est pas nette, elle est pas floue. Non, elle est un peu floue, elle est pas nette, elle est pas, les petits bords ne sont pas bien définis. Non, ça n'a rien à voir. C'est que le film est comme ça. C'est comme quand on regarde un film en super 8, on a l'impression que l'image est pourrie, elle est peut-être pourrie, mais c'est le film en pellicule qui donne ça. Même quand des films de cinéma ont été faits en pellicule, ça donne un certain grain, ça donne un certain modelé. Ce qu'aujourd'hui le numérique a un peu anéanti, c'est que ça aplatit les images. Tout est net. On peut avoir une très belle profondeur de champ avec un premier plan très net. Les bords sont très bien définis. Ça a enlevé un peu ce côté un peu artistique de l'image, je trouve. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes. Aujourd'hui, on retrouve en occasion des personnes qui cherchent les boîtiers film, qui veulent revenir au film, à la pellicule. Donc, mais après, c'est une autre façon de voir l'image. En ce qui me concerne dans mon créneau, j'ai plus le temps de faire ça. C'est plus du tout la demande, et ça me va très bien. Hein, il faut vivre avec son temps, donc ça me va très bien. Mais
c'est quand même sympa ce côté de prendre son temps. Donc le numérique, ça raccourcit les temps d'exécution et ça a enlevé le côté un peu charme de l'image, le côté un peu charmant, un peu hauteur, c'est ça que c'est un peu. La photo fait partie de ta vie, mais est-ce au point où même en vacances, tu prends ton appareil et tu ne peux pas t'empêcher de faire des photos? Alors, déjà, je m'occupe quasiment pas des photos de famille. Ça, ce sont les enfants et ma femme qui s'en occupent. On fait un album tous les ans, un petit album avec toutes les photos de l'année, et ça, on récupère ça, mais on fait pas du tout de photos de famille. Si je pars en vacances, j'ai quand même un boîtier avec moi, mais pas tant pour faire des photos de vacances, c'est plus pour faire des photos d'illustration des lieux dans lesquels on va. Donc, j'ai le boîtier, et puis je vais faire quelques images, mais c'est pas des photos, j'importe pas ça pour le souvenir, en fait. Donc je fais quelques photos avec mon téléphone, bien sûr, quand je passe les moments qui sont les plus importants, même tout le temps, dès que je suis avec les enfants, la famille, tout ça, je fais des photos à l'iPhone, mais au téléphone, mais je prends pas mon appareil pour me dire, là, je vais faire les photos des enfants, puis je vais les regarder, je vais les traiter. Non, ça, je fais pas du tout ça. Non, je fais pas du tout. Donc tu prends des vacances? Oui, je prends des vacances. Genre, j'ai un boîtier parce que j'ai toujours en tête l'illustration qui peut être faite quand on part dans un lieu de vacances, mais sinon, non, je coupe. J'essaie de partir sans ordi, en tout cas. En dehors de la voile, est-ce que tu as d'autres domaines de prédilection dans lesquels tu fais de la photo également? Oui, alors aujourd'hui, j'ai un studio de prise de vue publicitaire qui me permet de faire des photos de catalogue, photos de produits, je fais des portraits d'entreprise et ça me permet de voir la photographie aujourd'hui différemment et de sortir un peu de ce milieu qui m'a accompagné depuis tant d'années et qui occupe encore, je pense, une grosse partie de mon emploi du temps professionnel. Mais ça me permet d'aller, ça m'en rajoute en plus, en fait. Mais bon, ça me rajoute en plus du temps d'exécution, de temps de travail. Mais c'est vraiment passionnant. Donc, à côté de ça, j'ai un studio qui est à Vannes et qui me permet de le déplacer aussi, parce que les différents flashs, je les déplace et je vais soit dans les entreprises pour faire des photos de produits, de catalogues, et puis aussi des portraits d'entreprises, soit au studio, soit chez les gens. J'ai également fait 2 livres culinaires, de photos culinaires, et ça, c'était passionnant aussi à faire, rencontrer des gens qui crée quelque chose et puis on fait les portraits, on parle avec les personnes qui cuisinent. Enfin, c'est vraiment passionnant. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est vraiment très bien à faire. Donc oui, je m'éclate aussi autant en studio que sur l'eau. Donc là, oui, c'est quelque chose qui tend à me prendre du temps, je pense. Ouais. Ouais, ce qui tend à me prendre de plus en plus sur mon emploi du temps. Quels sont les photographes qui t'ont marqué, influencé et qui t'ont aidé à être là où tu es aujourd'hui? Oui, évidemment, évidemment. Alors je vais parler des anciens comme Erwan Kéméré, comme tous ces gens-là. Erwan Kéméré, Beken, avec leur boîtier, leur objectif, leur façon d'approcher les photos de bateau, tout en parlant des photos de bateau, bien sûr. Ça m'a permis de vraiment regarder et de m'inspirer de ce qui se faisait et de me dire, ben voilà, comment est-ce que je peux adapter quand on a commencé surtout avec les très longs téléobjectifs, comme on pouvait avoir en mer jusqu'aux 600 mm. À l'époque, c'était pas stabilisé, donc on s'entraînait, on regardait les cadrages, on chiadait les cadrages, ce qu'on continue à faire, mais le fait de s'inspirer de personnes comme ça m'ont permis d'avancer. Bien sûr, bah, il y a quelqu'un qui exerce toujours, bien sûr, parce que là, Erwan exerce toujours, mais même un petit peu moins, mais quelqu'un comme Gilles-Martin Raget, des gens comme ça, sont des gens vachement inspirants, donc puis on s'entend bien. Et quand j'ai commencé il y a 30 ans, eux faisaient déjà des choses superbes, et puis après, on s'est mis en parallèle. Enfin bon, c'était vraiment superbe, quoi. Donc, au tout début, ouais, des gens comme ça, Thierry Martinez, c'est des gens qui ont pu inspirer. Quand j'ai commencé en 92, ils étaient déjà là, donc ils ont pu m'inspirer, ouais. Surtout sur les utilisations du téléobjectif. Ça, c'était vraiment leur truc. Et après, moi, j'ai beaucoup travaillé au 600 mm parce que j'adore cet objectif qui est très lourd, qui est très long, mais qui permet d'écraser les plans, d'avoir d'autres façons d'aborder les choses. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres photographes qui sont hyper inspirants dans le culinaire, dans le portrait. Une personne comme Rougerie, comme c'est des photographes qui sont vraiment dans la place du portrait, de l'approche du culinaire, qui sont vraiment passionnants. Après, bien sûr, plus connus, avec Tina Reims, qui sont vraiment
des portraitistes superbes. Mais bon, il y en a plein, oui, il y en a plein qui sont inspirants, ouais, dans différents domaines. Alors Jean-Marie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Que ça continue. Vraiment, parce que c'est vraiment, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment un réel plaisir de partir sur l'eau, d'aller photographier ces marins, de les rencontrer, de discuter avec eux. Moi, je m'éclate toujours autant. Je trouve ça vraiment toujours aussi passionnant et c'est vraiment bien de partager ces moments avec ces gens-là, de vivre leur pression qu'ils peuvent subir quand ils font un départ, leur joie quand ils font les arrivées, passer du temps avec eux en hiver quand ils sont peinards dans leur chantier, même aller prendre un petit café, discuter, et puis à côté de ça, les chantiers, aller faire des prises de vue pour les chantiers, comme je travaille pas mal en ce moment avec Dufour, avec Fontaine Pajot, prendre le temps de partir faire les prises de vue pour aller chercher le soleil avec les modèles sur l'eau, tout créé, et puis il y a les sujets magazines avec Voiles et Voiliers qui permettent d'aller faire des tests de bateaux, des tests de matériel, et tout ça, ça correspond bien à ma vision de voir le métier, c'est-à-dire de pouvoir aller un peu dans différents milieux du bateau, toujours d'en rester dans le nautisme, avec le studio en parallèle, bien sûr, et de continuer à vivre cette passion qui est vraiment une passion un peu prenante, mais qui est formidable, quoi. Jean-Marie est super carré quand on travaille avec lui, il est toujours là où il faut, concentré, sérieux, il est super agréable. Mais sur un événement, c'est quand même un métier dur, car les communicants comme moi, nous sommes derrière lui et on le presse pour avoir les photos au plus vite, comme il le raconte. Et je vous promets que les photographes restent quand même très zen. On sent que c'est un passionné, Jean-Marie, et qu'il aime les gens et la mer. Mais moi, c'est ça que j'adore. Quand il parle de patience et d'adaptation, c'est vraiment des mots touchants. En effet, il faut faire avec ce que la nature et la météo proposent. Je me souviens qu'il nous arrivait de faire des essais dans des conditions terribles, de pluie glaciale, de ciel gris. Mais c'est tout l'art de Jean-Marie. Moi, je dis que c'est de l'art quand même. C'est de photographier la vérité, le sourire qui va bien, la belle manœuvre, l'ambiance du bord, qui fait qu'il emmène les gens dans ses photos, dans ces moments qu'il sait éterniser. Alors place maintenant au coup de cœur, au coup de gueule ou au coup de mou même, on peut parler comme ça. Alors d'abord un petit coup de cœur pour le Pro Sailing Tour qui a démarré la semaine dernière en Méditerranée. Donc c'est le circuit des Ocean 50, c'est trimaran de 50 pieds diabolique. On y retrouve les meilleurs de la classe et des nouveaux comme Pierre Quiroga, Luc Berry ou Christopher Pratt. Et je peux vous dire que sa bataille sévère. Les 2 premières étapes ont été remportées par Erwan Leroux et son équipage sur Coesio. Au programme, un long retour de la Sardaigne jusqu'à Brest, dont le départ sera donné dimanche. Ce sera la 3e étape dimanche. Pour rester dans le multicoque, bravo à The Famous Project, le projet lancé par Alexia Barrier, d'un équipage 100% féminin pour le trophée Jules Verne. Eh bien, les filles viennent de battre le record du Run du Lion en mode 70 en atteignant quand même les 42 nœuds de vitesse. C'est de bon augure pour la suite. Et puis c'est le dernier sprint avant l'arrivée de la Transat Paprec, cette Transat en double mixte, un final à suivre car les 3 premiers duos se tiennent en 10 000. Qui de Skipper Massif, Mutuelle Bleue et Région Bretagne CMV va l'emporter? Mystère et boule de gomme, c'est super serré. Et puis un grand bravo à Thomas Ruyant et Morgan Lagravière qui remportent la Bermude 1000 Race à bord du bateau Archineuf For People. Et puis un petit coup de mou, un coup du sort aussi pour Guyot Environnement sur The Ocean Race. L'IMOCA skippé par le sympathique et talentueux Benjamin Dutreux. Après une sérieuse avarie de fond de coque sur la 3e étape, le bateau a dématé sur la 4e. Guyot Environnement va donc être rapatrié en Europe et ne prendra pas le départ de la 5e étape. Pour la suite, il va falloir leur faire prêter un mât. Mais bon, on sent que cela met en péril des finances de l'équipe. Pas simple quand on a le Vendée Globe dans le viseur. On envoie plein de bonnes ondes à toute l'équipe. Alors, maintenant, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais un coup de pelle que j'avais envie de vous proposer. Et si on allait tous donner un coup de pelle sur les plages pour les nettoyer? Allez voir sur initiativeocéane.org. C'est un programme piloté par Surfrider Foundation Europe. Cliquez sur Agir et indiquez votre lieu d'habitation. Vous trouverez les dates et les endroits à moins de 100 km de chez vous pour participer à une collecte de déchets. C'est pas mal, non? On s'y met tous, là? Et je voudrais ajouter un coup de projecteur sur un projet mis en place par la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre et Virtual Regatta. C'est faire participer un joueur de Virtual Regatta à la route du café en réel.
Le projet s'appelle d'ailleurs du virtuel au réel. Ils étaient 1000 joueurs au début, puis après plusieurs sélections, ils se sont retrouvés à 10 en stage la semaine du 8 mai à la Ligue de voile de Normandie pour des tests physiques, des tests de connaissances et de la navigation évidemment. Et c'est Basile Buisson, le grand vainqueur, qui va donc faire la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre aux côtés du skipper de classe 40, Kiran Le Borgne. C'est la fin de ce 6e épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Salut Anne, salut à tous et à très vite. Bye bye. Merci à tous, merci et rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous et puis vous savez qu'on aime les messages. Alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter.